Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans cette émission spéciale en direct de la ville de Conakry, en Guinée, dans le cadre de l'élection présidentielle à venir le 11 octobre. 8 candidats sont en lice. Nous en recevrons 2 sur ce plateau ce soir. C'est le dernier soir de la campagne électorale. Nous sommes toujours en direct de l'hôtel Riviera Royal à Conakry. Alors il sera question pour les candidats présents sur ce plateau de leur programme, de leur projet pour la Guinée, mais avant tout des attentes de la population vis-à-vis de ceux qui briguent la magistrature suprême. Après le candidat du RPG qui était notre invité ce jeudi soir, nous recevons ce soir M. Sidia Touré, qui est le candidat de l'Union des forces républicaines. Alors bienvenue à vous, M. Touré. Merci beaucoup. Et on va donc regarder un élément vous concernant, n'est-ce pas Thierry? Voilà, on va regarder un élément qui a été réalisé par notre confrère Serge Kofi. C'est un portrait de vous, Monsieur le Premier ministre. Premier ministre de Guinée de 96 à 99, Sidia Touré est la deuxième figure de l'opposition et depuis l'an 2000, le président de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il avait obtenu 13% des voix au premier tour, arrivant en 3e position. Comme toujours, Sidia Touré milite pour une alternance au plus haut sommet de l'État. Économiste et fin technocrate, sa vision est de réaliser jusqu'au bout les transformations économiques à même de permettre à la Guinée de lutter efficacement contre la pauvreté. L'un des problèmes fondamentaux de ce pays, c'est la pauvreté, l'absence de croissance, donc l'absence de création de richesse qui entraîne un chômage des jeunes. Il faut à la tête de l'État non seulement quelqu'un qui a une vision sur toutes ces questions-là, mais qui a aussi l'expérience pour mettre les Guinéens au travail. Et sur ce plan-là, je pense que je suis un candidat qualifié de par mon expérience. Sidia Touré reste confiant et ambitieux pour son pays. L'homme qui avait appelé à voter Cellou Dalein Diallo en 2010 revendique aujourd'hui sa liberté. Centriste et socialiste, Sidia Touré plaide pour une Guinée développée, saine et prospère. Après mon départ de la primature et réellement voyant la dégradation qui reprenait complètement le dessus par rapport à tout ce que nous avons mis en place comme programme de développement en Guinée, c'est-à-dire renouer avec les institutions de Bretton Woods, relancer l'investissement, renouer avec la croissance, une inflation de moins de 2%, remettre l'agriculture en marche, notamment dans le secteur cotonnier où on est passé de 6 000 tonnes à 40 000 tonnes en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Quand je me suis aperçu que tout ceci était jeté à l'eau, notamment le programme d'électrification, je suis passé à l'opposition. Reconnu pour son franc-parler et détenteur d'une licence en droit des affaires, l'ancien diplômé de l'École nationale du Trésor de Paris a été investi le 22 août 2015 par l'UFR et plaide à 70 ans pour une candidature consensuelle et non communautariste derrière sa personne. Monsieur Touré, pourquoi cette nouvelle candidature? Que pensez-vous proposer de plus en 2015 qu'aux Guinéens en 2010? Je crois que justement en 2015, il y a beaucoup plus de choses à proposer. Dans la mesure où les élections de 2010, suite à une transition militaire, on en parlera dans le vif du sujet, permettait à tout un chacun de venir promettre la lune, de venir dire tout ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, de faire croire aux Guinéens qu'à partir de demain, on va raser gratis. 5 ans de gestion, Alpha Condé ont prouvé aux Guinéens que notre pays a reculé, que la misère s'est accrue, que la pauvreté a augmenté et qu'il est temps de passer à autre chose. Ça, nous l'avons vu, perçu, entendu partout où nous sommes passés dans cette campagne-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore candidat, cette fois-ci, pour dire l'expérience a sa place dans ce débat. Il ne suffit pas d'être juste un homme politique en Afrique pour mener son pays vers une croissance, mais vous devez avoir acquis l'expérience nécessaire pour faire cela. La deuxième raison, c'est que nous sommes un pays qui actuellement est déchiré. Vraiment, le tissu social est complètement bafoué. Vous avez aujourd'hui des replis identitaires et communautaristes qui agitent le pays. Mon parti s'est toujours démarqué de ces positions-là et de par ma personnalité moi-même, je suis quelqu'un qui absolument prône le consensus et représente un peu ce consensus dans ce pays. Pour ces deux raisons, tant économiques que sociopolitiques,
j'estime que j'avais quelque chose à apporter en 2015 à ces élections. En 2010, vous êtes sorti 3e de la présidentielle. Après la Cour suprême. Voilà. Et vous avez fait une alliance avec M. Sékou Diallo au 2e tour. Une fois le scrutin terminé, vous avez dit que c'était une erreur. Vous avez commis une erreur de faire l'alliance avec l'UFDG. Est-ce que vous pouvez... C'est pas sous cette forme-là. Je dis que c'est pas une fois l'élection terminée. Nous avons eu ces élections. Au premier tour, vous savez ce qui s'est passé. On a rétrogradé à partir des résultats. On ne va pas refaire le monde. Toujours est-il que nous avons fait une alliance avec l'UFDG. Et je crois que si on n'a pas obtenu la présidence, il faut demander aux militaires qui étaient là qu'est-ce qui s'est passé. Ce que j'ai reproché, disons, à cette période, je n'aurais pas pu avoir pratiquement 65% de l'électorat si j'avais été à la place de Cellou Dalein et me faire battre par quelqu'un avec 43%, me faire battre par quelqu'un qui en avait 18%. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché et j'estime que notre candidat n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous? Je crois que le candidat n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner l'élection. C'est-à-dire? On a reculé les délais, on a fait beaucoup de choses et qui n'ont pas fonctionné. Bon, j'en ai tiré les conclusions. Mais ces 5 dernières années, M. Touré. Pardon? Ces 5 dernières années. Oui. Vous dites que le pays a reculé, que ce pays est déchiré. Est-ce que ce constat n'est pas un peu trop alarmiste au vu de ce qui a été réalisé tout de même en Guinée en matière d'infrastructures? Forcément, on peut parler de l'inauguration du barrage de Caleta, par exemple, en matière sociale, en matière éducative, de construction de salles de classe et bien d'autres thèmes. On ne le reconnaît pas? Non, je crois que c'est très bien qu'on parle de ces questions-là parce qu'il y a 1 milliard de dollars qui ont été dépensés dans le secteur de l'énergie électrique en Guinée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Un barrage a été construit dont la capacité installée est de 240 MW, mais qui, en période d'étiage, c'est-à-dire pendant 6 mois, n'en produira que 34. Donc cela ne résout pas la question. Mais ce n'est pas le problème le plus essentiel. Le plus grave, c'est que pendant 5 ans, il n'y a pas eu d'électricité en Guinée. On a attendu que ce barrage soit terminé en période électorale pour pouvoir l'inaugurer. Mais il fallait bien construire ce barrage. Non, mais l'électricité ne vient pas uniquement des barrages. L'électricité peut venir du thermique. En 1996, ici, j'ai remis l'électricité en marche en l'espace de 6 mois avec du thermique. Et je crois que ce gouvernement l'a d'ailleurs essayé. Le président Condé nous a avoué béatement qu'ils avaient investi 120 millions de dollars dans le secteur et que ça n'a rien donné. Moi, je sais que c'est 200 millions de dollars qui ont été perdus dans la construction d'une centrale de 100 MW qui a été achetée au Brésil. Une centrale d'occasion qui n'a jamais produit 1 kWh d'électricité. Donc ça, c'est de la corruption à grande échelle. Ça fait partie du milliard de dollars qui a été dépensé dans ce secteur. Mais je reviens sur le problème purement économique. Si vous laissez un pays pendant 5 ans sans électricité, l'électricité étant une des composantes les plus essentielles pour le développement économique et social, vous perdez pratiquement 2 points de PIB chaque année. Le barrage de Caleta ne va pas me rendre cela. Donc c'est pour cela que je dis que mon pays recule. Mais mieux que ça, la mesure de l'augmentation de la richesse dans le pays se fait par le produit intérieur brut. Alpha est arrivé avec un pays qui était avec les militaires à 3,6 ou 8%. Aujourd'hui, nous avons un pays qui a un taux de croissance négatif de moins 1%. Pardon ? Qui a traversé une crise liée au virus Ebola. Nous sommes en train de parler des résultats. Oui. Les causes, on va en parler. L'une des causes, on pourra en parler. Mais en attendant, le résultat, quand je dis que le pays décline, c'est le fait que, à partir du moment où vous êtes en récession, on ne parle plus de rien. Dans un État, c'est l'essentiel, c'est la création de richesses. Dans une entreprise privée, l'essentiel, c'est de faire des bénéfices. Quand vous êtes responsable d'un État, vous créez de la croissance parce que c'est ce qui entraîne tout le reste. Quand vous ne l'avez pas, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas être responsable d'une épidémie, par exemple. L'épidémie n'est pas la seule chose responsable de très loin de la situation. Tout de même. Vous le reconnaissez tout de même. Je vais vous expliquer comment je vois ce problème. Au moment où l'épidémie s'est déclarée en Guinée, nous n'avions qu'une croissance de 2%. Avec une augmentation de la population de 3%, ça veut dire que le pays était déjà en recul.
Ça, c'est un. Avec de nombreuses manifestations tout de même. Cela n'a rien à voir, le fait que, vous savez, on peut encore aussi en parler. Oui, mais en attendant, finissons déjà avec ce problème d'Ebola. Ebola, c'est vrai, c'est quelque chose qui est arrivé, on ne s'y attendait pas. Mais la gestion d'Ebola par chaque pays, on l'a vu. Le Libéria et la Sierra Leone sont deux pays qui sont sortis de guerre civile de 10 ans, avec 200 000 morts pour la Sierra Leone, 300 000 morts pour le Libéria, les infrastructures détruites, les ressources humaines parties. Nous sommes comme tous les pays de la sous-région. Ebola est arrivé au Mali, il y a eu 7 morts. Au Nigeria, Lagos, où vous avez 22 millions d'habitants, il y a eu 9 morts. Au Sénégal, on leur a envoyé un malade, ils l'ont soigné, ils nous l'ont ramené. La Côte d'Ivoire est frontalière avec la Guinée et le Libéria, il y a eu 0 cas. Donc, admettez que la gestion, la gouvernance du pays... Est-ce qu'on peut comparer la Guinée avec la Côte d'Ivoire? Je compare ce qui est comparable. Nous sommes des pays voisins, vous êtes responsable de votre pays. Si vous n'avez pas été capable de gérer une crise économique simple comme celle que nous avons connue avec un potentiel extraordinaire, s'il y a une crise sanitaire, vous n'êtes pas capable de gérer. Monsieur le Premier ministre, parce que je vous appelle le Premier ministre parce que vous l'avez été. Oui. Donc vous êtes aussi responsable du système de santé qui était délabré. Vous avez été aux affaires. J'ai été Premier ministre ici pendant près de 3 ans. Les résultats sont connus. Oui, ils sont connus. Maintenant, le secteur de la santé aussi? Au point de vue de tout ce qu'on pouvait faire à cette époque, une croissance soutenue de l'ordre de 5,5%, un taux d'inflation de moins de 2%, renouer avec les bailleurs de fonds, financer les infrastructures dont on parle qui ont été financées avant l'arrivée d'Alpha Condé. Je parle des ponts et tout ce qui s'ensuit sur la sous-région. Non, je ne me sens pas responsable de cela, dans la mesure où le problème sanitaire n'est pas seulement un problème de construction d'hôpitaux, c'est un problème également de formation, un problème de gestion du personnel de santé. Oui, j'ai passé ce temps en Guinée, mais je crois que ça a été la meilleure période que notre pays ait connue depuis son indépendance. Je vous en prie, pour revenir à Ebola, parce que vous en avez parlé, il faut qu'on puisse rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous aviez été au pouvoir à ce moment-là? Avoir une meilleure gestion, parce que je pense que l'État n'était pas bien géré, et ça c'est le grand problème d'ailleurs de la Guinée, nous allons y venir. Nous avons une gouvernance médiocre, des gens incompétents, beaucoup d'improvisation, qui ne respectent aucune règle, notamment sur les marchés publics, ce qui fait d'ailleurs que nous n'avons pas la capacité nécessaire d'absorber les crédits qui sont mis à notre disposition, tout simplement parce que l'État est devenu totalement informel. L'administration est soumise aux partis. Nous avons quelqu'un qui a un réflexe de parti unique. Vous l'avez vu partout en Guinée, je n'ai jamais vu autant de panneaux publicitaires à la gloire d'un seul individu. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul candidat, ce qui aurait dû être interdit par la haute autorité, mais ce n'est pas le cas. Donc cette mentalité fait qu'il y a une centralisation du pouvoir qui empêche le fonctionnement normal des structures. Et vous parlez de mauvaise gestion de la crise Ebola notamment, mais vous ne nous dites toujours pas comment vous auriez géré les affaires. Je vais y arriver. Je dis que nous aurions pris ça autrement. Nous aurions eu au moins une gestion beaucoup plus correcte. Nous l'avons fait. On aurait affecté beaucoup plus de ressources au niveau sanitaire. Au budget, nous nous sommes aperçus qu'au moment où Ebola frappait notre pays en 2014, le budget de la santé publique reculait. Mais en même temps, en tant que député moi-même, nous avons fait une proposition au niveau de l'Assemblée nationale qui permettait aux partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition, d'aller vers les populations. Ça a été l'objet d'une résolution qui a été soutenue par la Banque mondiale et toutes ces institutions sanitaires. Et cette résolution a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise compréhension des populations par rapport à Ebola. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de crédit par rapport au message qui venait du gouvernement. Donc j'ai souhaité qu'on s'en mêle tous et que chacun de nous s'engage. Cette résolution a été votée et le gouvernement a refusé tout simplement que nous participions de manière officielle à ce combat. C'est un combat national, ce n'était pas un combat politique. Malheureusement, depuis 5 ans dans ce pays, tout est politisé. Donc voilà les raisons qui me poussent à penser qu'on aurait pu faire mieux. Est-ce qu'on peut résumer cette situation à 5 ans? Résumer la situation de... La situation que connaît la Guinée. Aujourd'hui, en matière de santé, aux 5 dernières années uniquement. Parce que nous avons reçu le dépréciation totalement de toutes les infrastructures. Totalement. Pas d'entretien,
Le niveau des médecins et des infirmiers n'a pas été amélioré parce que la formation ne suit pas. Nous avons aujourd'hui un financement de ce secteur, je dis, en diminution dans les budgets, vous n'avez qu'à les regarder. Par contre, vous avez d'autres budgets qui n'ont rien à voir avec l'amélioration des conditions de vie des Guinéens qui progressent tous les jours. Donc, vous résumez cela très facilement, il n'y a pas d'hôpitaux de ce nom, allez à Donka, puisqu'on vous a demandé d'aller très loin hier. Moi, je vous dis, Donka, c'est à côté ici. Allez voir l'hôpital Donka, allez voir l'hôpital Ignace-Dine, ça c'est à quelques centaines de mètres. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, dans les deux plus grands hôpitaux de la capitale, la Guinée. Donc, vous avez réellement un problème de gestion de toute cette infrastructure. Pas d'eau et d'électricité. En ce qui vous concerne, justement, qu'est-ce que vous feriez pour permettre aux Guinéens d'avoir un meilleur accès à l'eau potable? Mais c'est ce que nous avons fait en 1996. Il s'agit d'investir dans ce secteur-là. Il s'agit de mieux le gérer, ce qui devrait être le cas, qui n'en est pas. Il s'agit, mais pour cela, il faut toujours être conforme à ce que nous disons. Il faut qu'il y ait du financement. Ce financement peut venir de l'extérieur dans la mesure où votre pays est correctement géré. Il est disponible, il est accessible. Nous en avons fait la preuve dans beaucoup d'autres secteurs, à condition que votre pays réponde aux critères de financement extérieur qui sont requis. Ce n'est pas notre cas parce que, tout simplement, je dis, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour respecter les règles, notamment en matière d'appel d'offres, notamment de préparation des dossiers, de par le fait qu'on a une administration qui n'est pas compétente pour cela et qui est devenue une administration totalement politique. Malgré les réformes? Qu'est-ce que vous appelez? Il y a eu des réformes dans l'administration? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu des réformes en Guinée? Des réformes dans quel secteur? Que ce soit la justice, même dans l'administration, selon le candidat et président, c'est en cours, un certain nombre d'autres secteurs. Prendre un décret et le publier, cela ne veut pas dire qu'une réforme a eu lieu. Le décret annonce effectivement ce que vous avez l'intention de faire, c'est la mise en pratique de ces réformes qui vous font croire cela, notamment au niveau de l'administration. Il y a eu effectivement des décisions pour réduire le nombre de fonctionnaires, mais pendant qu'on a réduit d'un côté, on a recruté de l'autre. C'était la même chose au niveau de l'armée. On a fait partir 4000 anciens militaires, très bien, c'était une bonne chose, ça a même été financé sur le plan international. Mais en même temps, on a recruté autant de personnes qui étaient beaucoup plus proches du parti au pouvoir et qui ont été formées. Qui sont Vous voulez dire, M. Touré, qu'en fait, en termes de réforme de l'armée, il n'y en a pas eu? Si, il y a au moins des vieux militaires qui sont partis à la retraite. Mais je dois vous confirmer que des jeunes sont arrivés, qui ont été formés en Angola, qui ont été formés ailleurs et qui sont aujourd'hui dans l'armée, qui ont augmenté, qui ont repris. Disons, le quota qui était parti a été remplacé par cela. Alors, nos téléspectateurs réagissent à vos propos. Je viens de recevoir une question d'un téléspectateur de la chaîne qui vous demande, après 50 ans... Après alors, son nom, c'est Moubrkarski, un nom assez compliqué. Alors, il vous demande en réalité quel est le rêve de l'UFR pour la Guinée? C'est un rêve d'un pays où, avec une meilleure gestion, nous allons lutter contre la pauvreté, que les Guinéens vont manger à leur faim, qu'ils vont avoir accès au logement, qu'ils vont avoir accès à des écoles pour leurs enfants, qu'une croissance économique forte va pouvoir se faire par l'administration que nous allons reformer complètement et qui va permettre d'absorber les crédits dont nous disposons aujourd'hui au niveau de la BID, de la BAD, de la Banque mondiale, mais que nous n'absorbons pas. Je vous donne un chiffre comme cela pour passer. La capacité d'absorption de la Guinée aujourd'hui par rapport à un pays comme le Sénégal, 86% de ces montants sont consommés au Sénégal. En Guinée, c'est 26%. Autant vous ne les consommez pas, autant vous ne créez pas de richesse. Cela ne représente qu'une partie de la richesse produite. L'essentiel de la richesse produite qui devrait normalement permettre de booster la croissance, c'est le secteur privé. Les réformes dans ce secteur-là n'ont pas pu se faire dans la mesure où le gouvernement est d'obédience, je dirais, socialo-communiste. On n'arrive pas à libérer, honnêtement, ce secteur, à faire en sorte que sur le plan juridique, judiciaire, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'environnement, de l'aménagement, tout ça, on permette à tous ceux qui ont la capacité de créer,
des entreprises de s'installer en Guinée. Mais la sécurité, le climat des affaires n'ont pas, par exemple, été améliorés durant ces dernières années? Le climat des affaires, si ça avait été amélioré, on aurait vu des sociétés s'installer. Je n'en ai pas vu. Aucune. Ah ben, aucune, peut-être qu'il y en a une ou deux qui ont quelques contrats avec l'État. Mais je vais dire, dans le secteur privé, je ne vois pas de société, franchement, comme cela se fait dans d'autres pays aujourd'hui, venir s'installer en Guinée. Parce que si cela était, on résoudrait en même temps le problème de l'emploi. Or, si vous voyez que cela ne se résout pas, c'est que réellement, ces entreprises ne s'installent pas. Et si ces entreprises s'installaient, on verrait également notre taux de croissance remonter. À partir du moment où nous avons parlé de la baisse de notre taux de croissance, je crois que tout est dit. Oui, mais est-ce que vous ne souffrez pas aussi d'avoir un discours qui est un peu trop technocratique? Parce que jusqu'à présent, ce serait bien qu'on puisse avoir des chiffres et des réalisations que vous comptez faire dans les domaines précis. Par exemple, là, tout à l'heure, on a parlé de l'eau. Vous critiquez l'action du gouvernement dans le domaine de l'accès à l'eau potable, mais qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous serez élu de ce scrutin-là? Nous avons toute une série d'infrastructures, notamment on a parlé de l'énergie, on a parlé de l'eau, on a parlé des infrastructures routières. Nous avons des projets, notamment en matière sociale, en ce qui concerne les logements sociaux. Nous avons pensé qu'on peut construire 50 000 logements dans ce pays. 50 000 50 000. Il y en a qui sont en cours. Hein. Le gouvernement affirme qu'il est en train de mettre un projet de 40 000. Je n'en connais aucun. Je n'en connais aucun. Je ne parle pas de discours. Je ne connais aucun projet de logements sociaux actuellement en cours en Guinée. Je parle bien de projets en cours. Je ne parle pas de discours autour de cela. Je parle de la réalité des faits. C'est un projet qui devrait coûter à peu près $1 milliard. Dans les conditions actuelles de notre économie, on aura du mal à mobiliser de telles sommes. Dans le secteur de l'eau, c'est la même chose. Nous sommes un pays où il y a un peu de l'eau partout. L'investissement dans ce secteur-là ne serait pas aussi important dans un premier temps, c'est de l'ordre de $200 millions, mais c'est surtout avec une meilleure gestion des ressources. C'est le vrai problème de ce pays, c'est le problème des ressources humaines et de la gestion. En ce qui concerne les infrastructures routières, je me dis qu'on devrait décongestionner cette ville qui est complètement engorgée. En faisant quoi exactement? En faisant des routes, je ne dirais pas autoroutes, des routes de dégagement vers Koya. Il y en a un qui est en cours, qui était un projet de Comté qui n'est toujours pas terminé. M. Condé a trouvé, il devait en faire 20 km, ça fait 5 ans, on est encore là-dessus. Ça, c'est vers Koya. La même chose devrait pouvoir être faite vers Dubrika. C'est $72 millions à peu près, les travaux qu'on devrait pouvoir faire. Au niveau des infrastructures universitaires, nous prévoyons de consacrer $200 millions à la construction des cités universitaires qui n'existent pas dans ce pays, pour au moins 20 000 étudiants, répartis de 10 000, de 1 000, de 5 000, ainsi de suite. Nous avons des projets précis par rapport à ces questions-là et qui pourraient permettre, si vous voulez, de préparer le pays à avancer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut des routes, il faut de l'énergie, il faut des ressources humaines. Voilà ce que nous rêvons pour la Guinée. Mais, ça, ce sont des projets qui sont portés par l'État. Je reviens à l'environnement des affaires. Je reviens, quand je dis l'environnement des affaires, ne voyez pas uniquement les grandes entreprises. Je vois toutes les PME que les Guinéens peuvent créer. Dans le secteur du coton, en 1996, j'ai encouragé par une politique agricole plus décisive, avec non seulement la sélection des semences, mais également l'assistance aux paysans. En 3 ans, nous sommes passés de 6 000 tonnes à 40 000 tonnes. Mais après, mon retour aujourd'hui, demandez combien on produit le coton en Guinée. Il y a dans des secteurs comme le café, le cacao, l'huile de palme. La Guinée est un pays forestier aussi. Donc toutes ces choses sont possibles aujourd'hui. Un producteur aujourd'hui de coton au Mali, quand il produit 2 tonnes, il a des ressources. En Côte d'Ivoire, avec la nouvelle augmentation du prix du cacao, 1 tonne de cacao va vous rapporter à peu près 1 million de francs CFA, pratiquement $1 500. En Guinée, c'est une fortune. Nous avons exactement les mêmes potentialités. Le fait est que depuis 5 ans, rien n'a été entrepris dans ce secteur. Vous n'avez pas le même passé, vous n'avez pas la Guinée, c'est ce que nous allons initier. Parcours. Oui. Mais lorsque vous dites par exemple que pour la création d'entreprises ou le climat des affaires, même locales, les choses se sont compliquées, il y a tout de même des crédits qui ont été accordés aux femmes. La création d'entreprises a été facilitée, elle est plus rapide. Non, je dis, il y a toujours la différence entre les textes
et la réalité. Les crédits accordés aux femmes, ce sont des crédits qu'on donne pour lutter contre la pauvreté. C'est très gentil, mais ce n'est pas ça qui va vous faire de la croissance. Ce dont je parle, ce sont les entreprises. Donc, à ce niveau-là, nous avons quelque chose à faire, mais qui dépend essentiellement du comportement de l'administration vis-à-vis de ce secteur. Il faut libérer un peu les gens par rapport à cela. Si vous laissez la possibilité de s'investir et de ne pas s'impliquer, malheureusement on s'implique tous les jours, nous sommes encore, j'ai entendu le président parler encore de la centaine d'entreprises que Sékou Touré nous a laissées, mais c'était des entreprises qui ne rapportaient pas un penny à l'État, et c'est ce genre de choses qui a entraîné l'Union soviétique à sa chute en 1989. Donc lui il est mort en 84, si on avait attendu jusqu'en 89, tout se serait écroulé quand même. Donc il s'agit vraiment de les libérer, de laisser l'initiative privée, non pas faire n'importe quoi, mais d'être sûr que les réglementations qui sont là leur permettront de travailler. Et que cette réglementation aussi sera parfaitement clarifiée. Nous l'avons vu quand on va parler du secteur minier, je vais vous en parler. Et qu'une fois qu'on a fini de clarifier cette réglementation, que le social, c'est-à-dire les prélèvements fiscaux qui se feront sur ces entreprises, vous permettent de faire du social pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, notamment dans l'enseignement, dans la santé, ainsi de suite. Sinon, vous n'y arriverez pas, c'est tout simple. Nous avons depuis 5 ans le même budget qui tourne autour de 2 milliards de dollars. Et vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de recettes. Les recettes sont liées à l'augmentation de la richesse du pays. Et les prélèvements augmentent en conséquence. Si vous ne le faites pas, vous n'avez rien, puis c'est tout. Votre pays compte un taux important de jeunes, comme tous les pays d'Afrique. Je suppose que vous avez justement un plan pour l'emploi des jeunes. Quels sont les secteurs que vous comptez développer pour pouvoir booster l'emploi des jeunes dans le pays? Tout ce que nous sommes en train de dire est totalement lié. Vous ne faites pas des décrets pour dire on a créé 5 000 emplois pour les jeunes, ça ne veut rien dire. Ça, c'est de nouveaux fonctionnaires qui vont les payer. Encore une fois, c'est la croissance. Il faut qu'il y ait des entreprises. L'État porte à peine 25-30% de la progression du PIB dans le pays. Les 70%, c'est le secteur privé. Et ce secteur privé, je viens de vous le dire, dans le secteur agricole par exemple, vous pouvez avec 1 hectare, 2 hectares, installer des dizaines, des centaines de milliers de jeunes. Quand vous prenez le coton au Mali, c'est 400 000 tonnes d'exportation. Il y a 2 millions de gars qui travaillent sur le coton au Mali. En Côte d'Ivoire, dans le secteur café-cacao, c'est 5-6 millions de personnes qui travaillent. Nous n'avons aucune culture ici qu'on a ciblée, malgré la lettre de politique de développement économique que j'avais laissée à la primature. On pourrait faire de l'anacarde, on pourrait faire du coton, on pourrait faire du café, du cacao, de l'huile de palme. Vous avez autant d'emplois qui se créent. Et ce n'est pas des emplois uniquement de, je ne sais pas moi, d'agriculteurs. Quand vous prenez le coton au Mali, vous avez ceux qui cultivent le coton. Il y a ceux qui s'occupent des engrais, il y a ceux qui s'occupent des produits phytosanitaires, il y a les grainages, il y a la filature, il y a les graines de coton qui sont transformées en huile, et il y a le bagage de ces graines qui sont transformées en aliments pour le bétail. Donc ça n'a rien à voir avec... Et ça, c'est quelque chose que nous avons à notre portée. On a la capacité de le faire. En 1996, pour revenir au problème des jeunes, j'ai créé ici le premier ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de bacheliers dans ce pays, de bacheliers guinéens. Hier, j'ai entendu quelqu'un parler d'un taux de chômage de 15%, ça m'a bien fait rigoler, dans les 65-70%. Ces gens ne trouvent pas du travail. Donc j'ai demandé qu'on crée ce ministère avec un financement de la Banque mondiale et du Canada de l'ordre de 70 millions de dollars à l'époque pour permettre de les former immédiatement à l'emploi sur 12-18 mois. Et de créer, de faire en sorte que leur formation soit adaptée aux nouveaux emplois qui allaient se créer avec l'implantation de nouvelles usines. Et ça, c'est comme cela qu'on peut résoudre le problème des jeunes. Vous ne pouvez pas les résoudre par décret, ce n'est pas possible. On a l'impression, M. Touré, que la Guinée ne s'est jamais aussi bien portée que lorsque vous étiez aux affaires, finalement. C'est ce que vous semblez dire, et que tout ce qui s'est fait après, notamment ces 5 dernières années, ne reflète rien de positif. Non, nous parlons chiffres. Madame, moi, je veux bien qu'on me dise les choses, mais qu'on me dise sur quoi ça repose. Nous avons, notre croissance a décru. Nous sommes un pays en déclin. Pour ça, je dis d'ailleurs qu'Alpha est le candidat du déclin national.
Nous sommes passés de 3,8% à moins 1%. Nous n'avons pas eu... Vous voulez des chiffres, par exemple. Alors, le salaire des fonctionnaires qui est augmenté de 40%. Un SMIC, un salaire minimum garanti pour les professionnels, une couverture maladie universelle initiée, n'existe pas. Césarienne gratuite pour les femmes. Ah, donc les femmes qui accouchent en Guinée ne bénéficient pas de césarienne gratuite. La construction de plus de 5000 salles de classe en Guinée n'existe pas non plus. N'est pas conforme à la réalité. Donc quoi que je dise de toute façon, concernant le bilan du pas la campagne. sortant, non, franchement, c'est pas du tout la campagne. J'essaie de vous dire honnêtement ce dont il s'agit. 5000 classes, je ne les ai pas vues. Moi, j'étais dernièrement dans mon village, là où j'ai fait mon école primaire, une école de 7 classes, à 3 enseignants. Et ça, vous en avez des tas comme ça en Guinée. Donc le problème, en fait, n'est pas de construire des classes qui n'existent pas, soit dit en passant. Nous ne sommes pas à ce nombre-là, je veux dire. Est-ce que vous avez d'autres chiffres à nous? Si, il y a 2600 à peu près classes qui ont été construites sur ces 5 années. La moitié, en fait. La moitié financée par... Moins de la moitié. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais le fait de les construire ne résout pas la question. Le problème de l'éducation en Guinée, c'est un problème de formation. Je ne lis pas le fait que tout cela est arrivé depuis 5 ans. Je lis le fait que pendant 5 ans, l'équipe n'a pas été capable d'amorcer un processus qui nous aurait permis de sortir de cette situation. C'est ça que je reproche à elle. Mais comment aurait-elle pu faire au vu de la situation qui a prévalu ces 2 dernières années, par exemple en Guinée? Pourquoi les 2 dernières années? Cette affaire a commencé en 2010. Mais un mandat, c'est 5 ans. Oui, il faut bien prendre le temps de mettre les choses en place. Non. Quand vous le savez, vous y allez très rapidement. L'ajustement, la mise en place d'une politique macroéconomique de stabilisation, vous savez, j'ai fait ça en 90 avec le président Ouattara en Côte d'Ivoire, ça ne vous prend pas plus de 4, 5, 6 mois. Après ça, vous devez aller à la croissance, vous devez faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant. Mais même la Côte d'Ivoire, suite à l'élection du président Alassane Ouattara, n'a pas pris 6 mois pour redynamiser son taux de croissance. Si. Ça a pris un peu plus de temps. Non, les Ivoiriens, la preuve, étaient très impatients. La première année, la Côte d'Ivoire est passée d'une croissance négative à une de 8%. Non, elle est partie tout de suite. Mais je veux dire, ça, ce n'est pas très compliqué dans la mesure où vous savez ce que vous avez à faire. Le grand problème qu'on a et que nous reprochons à cette équipe, c'est honnêtement son incompétence. Ça, je suis désolé de le dire en ces termes-là. Êtes-vous vraiment désolé? Vous ne le semblez pas, monsieur Touré. Non, je suis désolé parce que je suis guinéen et que cela me tient à cœur de voir mes compatriotes dans cette situation. Et je souhaiterais réellement que nous sortions de cette pauvreté ambiante qui nous a totalement envahis. Donc, quel aurait été le plan, donc, votre plan, monsieur Touré, dans le domaine de l'éducation? Parce que là, maintenant, il va se poser le problème de mettre en place donc, cette réforme de l'éducation que vous appelez de tous vos voeux. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un problème beaucoup plus difficile, effectivement, à gérer. Ça, je le reconnais. Pourquoi? Parce que nous avons là hérité de quelque chose qui va être extrêmement difficile à faire bouger. Mais j'aurais attendu, j'aurais compris qu'il y a des états généraux de l'enseignement dans ce pays. Vous ne pouvez rien faire dans un pays, je dis bien rien, sans l'éducation. Tous les grands pays, enfin les pays émergents dont on parle en Asie et autres, la Chine, Singapour, tout ça est basé sur la formation et l'éducation. Donc c'est le problème principal, le problème numéro 1. Il se trouve qu'un État comme le nôtre n'a pas toujours les moyens pour gérer cela. Encore une fois, je reviens au problème de la croissance économique. Dans des pays limitrophes, on a mis 30% dans le budget pendant longtemps pour augmenter pour améliorer cette éducation. Je pense que c'est un budget qu'on doit abonder un peu plus, mais beaucoup plus dans le sens de la formation que dans le sens de la construction. À part le problème des universités dont je viens de parler, je parle de la reconversion de tous ces étudiants qui sont sortis, qui ont des diplômes de sociologie, mais qui ne peuvent pas trouver un emploi parce qu'on n'en a pas besoin, ainsi de suite. Donc il y a tout cela. Au niveau de l'enseignement général, je dirais, ma principale préoccupation sera de reprendre le fait que de la classe de CP1 jusqu'en 6 ans, que les enfants soient pris en charge et que l'État soit capable de leur donner une éducation, un repas par jour, pour leur permettre vraiment d'avoir une formation de base solide. À partir de là,
Il y a des gens qui iront vers le métier, il y en a d'autres qui iront vers l'enseignement professionnel, ainsi de suite. Donc c'est notre vision et nous avons pensé que c'est quelque chose qui, en 5 ans, on ne sera pas terminé, mais ce sera très perceptible à partir du moment où les états généraux auront eu lieu et la formation sera à la base de toute cette affaire. Et quand je parle de formation, ce sera même pour ceux qui sont déjà en train d'enseigner. Donc c'est très important. On va parler du processus électoral à présent. Vous avez sillonné le pays, hein, vous avez traversé la Guinée, vous avez rencontré les Guinéens de 4 grandes régions. Comment vous avez perçu ce processus électoral et cette campagne? Avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà une appréciation globale. La campagne, partout où je suis passé, les gens m'ont dit la même chose. On est fatigué et on a faim. Et il n'y a pas à manger, il n'y a pas de travail. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit partout. Nous avons fait une campagne, bon, on a essayé d'expliquer notre projet de société. Le processus électoral, c'est un autre débat. C'est le débat aujourd'hui parce que tout ce que nous avons signé comme accord concernant ce le 20 août, le dernier accord du 20 août n'est pas appliqué. Nous avons eu 3 points d'accord sur le 20 août. Le premier point sur la CENI, nous avons réduit notre demande à ce que cette CENI, à partir de la loi 016, soit une CENI qui soit paritaire, donc 10 de l'opposition et 10 de la majorité. On a accepté les 2 qui, ajoutant aux 3 ou 4 qui étaient là, nous nous retrouvons avec 5 commissaires au lieu de 10. Mais on a accepté, on est passé dessus. Nous avons passé 6 ans à discuter de la mise en place, disons, de ces élections locales qui devaient permettre d'avoir des conseils communaux. D'après la loi, ces élections devaient avoir lieu depuis 2009. Nous avons passé notre temps à discuter des possibilités. On n'y est pas arrivé. À chaque fois, vous signez quelque chose qui n'est pas respecté. À la fin, il a été proposé que sur les 304 communes rurales et les 38 communes urbaines, qu'on en prenne la totalité des communes urbaines et les 90 communes rurales de plus de 10 000 électeurs, et que nous désignions sur la base de la proportionnelle des élections législatives de 2013 nos conseillers communaux, avec une date butoir d'application. Ça a été fait. Avec une date butoir d'application au 2 septembre 2015. Eh bien, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore fait. Mais là, la troisième question, c'est concernant le fichier électoral. Là, il y a à boire et à manger. Nous avons un fichier électoral qui a inflaté de 10% rien que sur les doublons, c'est-à-dire des gens qui, comme vous et moi, si on est inscrit, on a 2, 4, 6, on a même vu 14 cartes d'électeurs. Vous avez 10% supplémentaires qui concernent des gens qui sont tous nés le 1er janvier ou le 1er juillet. Ce que réfute la CENI. Pardon? Ce que réfute la CENI. Oui, elle ne peut pas réfuter, ce sont les experts qui l'ont signalé, ce n'est pas nous. On a pris des experts techniques qui sont venus, qui l'ont écrit, il y en a, on vous le donnera, ce n'est pas moi qui le dis. Et cela concerne 554 000 personnes, dont 64% se trouvent dans une même région. Donc la CENI ne peut pas réfuter, puisque c'était la commission technique qui a produit ce document. Le problème qui s'est posé entre la CENI et la commission technique, c'est que la commission technique a voulu aller plus loin, pour rentrer dans les données de base comme c'était leur mission, pour nous dire de quelle manière est-ce qu'on allait sortir de cela. Donc, refuter, c'est gentil, mais ceci est un fait. Donc, ce qui a fait que nous avons eu 1 300 000 électeurs supplémentaires depuis 1993 et depuis 2013, alors que dans d'autres pays, ce genre de révision, vous n'avez pas 300 ou 400 000 personnes de plus. Donc, vous faites ce constat. Quelle est la suite ? L'élection présidentielle se déroule dimanche. Qu'attendez-vous? Nous attendions que dans le cadre d'un apaisement social, parce qu'au fond, les élections servent à quoi? Vous faites des élections pour créer les conditions transparentes afin que votre pays sorte, si vous voulez, apaisé du processus électoral. C'est une des conditions de ce dont on a parlé avant, à savoir l'environnement des affaires. Ça évite les tensions. Donc nous avons pensé que 5 ans de ce qu'on a déjà vu, les accords seraient respectés. On a eu des accords en 2012, ils n'ont pas été respectés. En 2013, ils n'ont pas été respectés à part les élections législatives. En 2014, c'était mis dans les tiroirs. En 2015, c'est encore pas respecté. Donc nous avons pensé que
avec l'aide de la communauté internationale, avec la raison qui devrait l'emporter, dans la mesure où 5 ans après, on se rend compte que au lieu de laisser les gens manifester, il faut mieux discuter avec eux pour qu'on ait un apaisement, qu'on aurait pu appliquer ces choses élémentaires qui nous auraient permis d'aller à des élections présidentielles apaisées. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous le constatons. Demain, nous allons encore nous revoir sur cette question pour savoir quelle va être l'attitude à tenir. Je ne crois pas que... La veille du scrutin? Non, non. La veille du scrutin, ce n'est pas le problème du boycott, c'est le problème de notre positionnement. Oui, on peut toujours... Hein, positionnement dans quel sens, M. Sidja Touré? Pardon? Positionnement dans quel sens? Positionnement dans le sens de ne pas reconnaître des résultats auxquels on n'aura pas participé. Donc vous êtes prêt à ne pas reconnaître les résultats des Si nous n'avons absolument aucune possibilité, si vous voulez, de vérifier ces choses-là, notamment sur le fichier. Et je peux vous dire qu'après les casses qu'il y a eu aujourd'hui, vous allez du côté de l'autoroute, on a ramassé des centaines, des dizaines de milliers de bulletins. Cette fois-ci, ce n'est pas des spécimens. Oui, justement, M. Touré, il faut quand même revenir dessus parce que vous avez été accusé d'impression de bulletins de vote. Tout de même, l'un de vos collaborateurs a même été écroué, semble-t-il. Il n'a pas été écroué puisqu'il est dans la salle ici. Donc, non, c'est une vaste plaisanterie. On vous donne des bulletins A4 qui sont comme ça. Dans votre QG de campagne, d'après ce qu'on a pu comprendre. Non. Je ne veux pas, vous savez, ça c'est beaucoup de fumée, mais vraiment pour rien. Mais est-ce qu'il y a du feu derrière? Le feu, c'est ce que je sais pas. Moi, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement. Il y a un bulletin de vote qui est à peu près un papier A3. Vous connaissez ce que c'est. Et vous prenez des fiches A4 comme ça, et vous copiez les spécimens pour aller montrer à vos militants comment il faut voter. Dans toutes les élections en Guinée, on a toujours fait ça. Le RPG, en tant que tel, en a imprimé 2 millions comme ça dans des imprimeries qui sont à Conakry, dont j'ai donné l'adresse, les cançons et tout ce qui s'ensuit. Nous, on en a imprimé 300 ou 400 000. Donc, on dit qu'on a trouvé un éditeur qui était en train de faire des bulletins, on ne disait même pas des bulletins de vote, des cartes d'électeurs. Mais tout ça, c'était que la fumée. Donc, mon collaborateur, qui est mon porte-parole, va là-bas avec les documents pour leur dire, non, écoutez, voilà ce dont il s'agit. On dit, retenez-le. Puis voilà, vous commencez à partir en vrille sur des questions qui n'ont aucun sens. Mon collaborateur est rentré hier soir, l'imprimeur est rentré aussi chez lui. C'était juste du vent. En attendant, ce qu'on a trouvé dans la rue aujourd'hui sur l'autoroute, ça, ce sont des bulletins de vote, ce sont des papiers A3, sur des papiers spéciaux avec les photos des candidats et qui étaient détenus par les individus. Et voilà, c'est tout. C'est aussi ça. Nous sommes à moins de 48 heures de l'élection. Si vous devez donner un pourcentage, une évaluation du processus électoral, on pourrait dire qu'il est à combien? Le processus électoral en Guinée aujourd'hui? Oui, actuellement, oui. Non, honnêtement, il n'est même pas à 5 sur 20. C'est très mauvais. C'est extrêmement mauvais. Votre jugement est très sévère. Non, nous allons aux élections. J'y suis allé en 2010, en 2013. Je sais exactement de quoi l'administration guinéenne est capable. Ce sont les sous-préfets qui distribuent les cartes d'électeurs. Vous allez dans des endroits, ce sont les responsables des districts, on appelle districts ici les villages. Et voilà pourquoi nous tenions à ce que les élections communales aient lieu avant la présidentielle. À l'époque, les gens ne comprenaient pas pourquoi on insistait là-dessus. Parce qu'ils s'intègrent dans le processus. Et voilà pourquoi la réforme qui a été faite et qui a été acceptée, qui a été signée le 20, n'a jamais été mise en application parce qu'on continue de les utiliser comme des agents de l'administration dans le processus électoral. Concrètement, vous nous dites qu'en l'état actuel des choses, vous n'accepterez pas, vous risquez de ne pas accepter le résultat des urnes. Oui. Le résultat. À quoi cela va-t-il conduire? Ça, c'est le futur. Je n'en sais rien. Vous devez être dans... Vous qui parlez d'anticipation. Le futur, on peut le préparer aussi. Non, vous devez certainement anticiper. Nous constatons des faits. Nous constatons que ceux qui devraient être vraiment les principaux concernés, voilà une des raisons pour lesquelles ce pays n'avance pas. Dans les autres pays, vous discutez, vous asseyez, vous discutez, vous vous mettez d'accord. Quand vous avez un accord pour l'appliquer, pourquoi? Parce que ce consensus minimum politique rejaillit sur le monde économique, sur le monde, sur votre vie tout court. À maintenir les tensions en l'état permanemment, vous ne pouvez pas prétendre faire avancer un pays. Mais s'il s'avère que vous êtes élu président de la République, vous ne contesterez pas le résultat des urnes?
Je ne peux pas être élu président de la République dans les conditions que je suis en train de voir. La seule chose que vous savez déjà que vous allez à la défaite. Attendez, non. Nous savons simplement que Alpha ne peut pas arriver à un second tour si ces élections étaient démocratiques. Donc nous nous battons pour que le maximum de résultats issus des bureaux de vote nous soit communiqué avant que la centralisation, comme on l'a fait dans les autres élections, ne modifie cela et ne publie des résultats qui n'en valent pas la peine. Monsieur Touré, pouvez-vous regarder cette caméra et adresser un message aux électeurs, aux Guinéens en général qui nous regardent ce soir? Non, je leur dirais, si nous devons avoir le vote le dimanche comme cela est prévu et que nous n'avons pas rempli les conditions que nous pensons qu'ils ne seront pas remplies, surveillez vos votes, faites en sorte que une fois que vous avez voté dans les bureaux de vote, restez jusqu'à ce que vous ayez les résultats et que les PV, qu'on refuse d'ailleurs de nous donner, soit dit en passant, mais qui, paraît-il, seront affichés, vous en prenez une photo et que vous suiviez ces résultats jusqu'à la centralisation. Une fois ceci fait, nous serons en mesure, nous, à partir des bureaux de vote, de reconstituer les résultats électoraux sur l'ensemble du territoire. Nous allons faire en sorte qu'on mette nos efforts en commun dans des zones que nous pensons être des zones plus frauduleuses que d'autres. Et je pense que peut-être avec cela, nous serons à même de démonter tout ce qui est en train de se préparer pour ces élections présidentielles cette année. Merci beaucoup, M. Sidya Touré. Bonne chance pour le vote de dimanche. Merci beaucoup. On a fait 45 minutes, je vais rendre prêt. Nous allons marquer à présent une courte pause, le temps pour les téléspectateurs de regarder le journal de campagne. Puis nous recevrons un autre candidat à cette élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo. Merci. Ce vendredi matin, l'autoroute Fidel Castro à hauteur de la Casse a été prise d'assaut par plusieurs jeunes partisans du RPG d'Alpha Condé et de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Des magasins, des banques et des marchés saccagés, des voitures brûlées. Voici le nouveau décor de la capitale Conakry. Les pertes qu'engendrent ces actes de violence sont énormes. Je suis victime d'un magasin où je brûle, c'est-à-dire mon argent est perdu, plus de centaines de millions. Vous comprenez? Donc on est resté là. C'est long un peu à 15h, à 14h, le cas s'est mobilisé à rentrer dans leur maison. Quand on est rentré, on nous a appelés à partir de 16h. On dit qu'ils ont commencé à lapider, commencé à brûler les voitures, les magasins. Mais on ne s'entendait pas. Vous pensez que c'est normal qu'ils brûlent nos magasins? Pourquoi tout cela? On est tous des Guinéens. Ce qu'on doit savoir, c'est que la Guinée va être mal vue à cause de ça et ce n'est pas bien. On doit faire la politique, mais pas de cette manière. Ces violences se sont soldées par la mort de 2 personnes et plusieurs blessés. Cette situation qui est en train de vivre la population guinéenne, selon les commerçants, date depuis des années. Force est de constater que depuis 5 années durant, nous avons enduré ce genre d'actes. À ce jour, nous ne nous souvenons pas encore qu'un seul de ces voyous ait été appréhendé, pris et jugé devant les tribunaux de Conakry. Malheureusement, ça continue, c'est devenu une rhétorique. À chaque fois, on nous attaque, on nous pille pendant 5 années sans que justice ne soit rendue. Parce que récemment, on apprenait pour ces élections spécifiquement, il y a eu des milliers d'hommes mobilisés de la part de la police et de la gendarmerie pour la sécurisation avant, pendant et après le vote. Malheureusement, ce matin, on a constaté que la gendarmerie, la police, en cas d'acte de vandalisme, ne peut pas venir en aide aux commerçants. Quelques 6 millions de Guinéens sont appelés aux urnes dimanche pour désigner leur président. Un scrutin sous tension dont l'opposition menace déjà de contester les résultats alors que le camp du sortant Alpha Condé affiche son ambition d'une réélection au premier tour. Le bilan de son quinquennat, les principales réformes et son plan pour les 5 prochaines années au cas où il serait réélu. Au cours de cette interview, Alpha Condé, le président sortant et candidat à sa propre succession, s'est félicité de son action à la tête de l'État. Sur la gouvernance, l'homme qui disait en 2010 avoir hérité d'un pays et non d'un État affirme aujourd'hui en avoir posé les bases. Les forces de sécurité, c'est la justice et l'administration. C'est les 3 piliers d'un État. Or, quand je suis arrivé, tout le monde sait dans quel état était l'armée guinéenne. Donc ma première préoccupation a été de réformer l'armée. Nous avons réussi une réforme de l'armée. La deuxième, c'est la justice. Tout le monde sait quel était l'état de justice guinéenne. Nous avons détaché les magistrats du statut de la fonction publique, augmenté considérablement leur salaire
Et pour la première fois en 57 ans, la Guinée a enfin un conseil supérieur de la magistrature. Nous avons fait le recensement biométrique de l'administration. Nous avons été d'une administration pléthorique avec beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de transformer l'administration. Donc, après la justice et l'administration, on pourra dire que la Guinée effectivement a un État. En ce qui concerne le domaine minier, Alpha Condé revendique l'assainissement du secteur et notamment la mise en place d'un nouveau code qui a permis le renforcement de la présence de l'État et une transparence contractuelle. Il estime en outre que la hausse de la participation de l'État dans les sociétés minières a été effective. Je veux que les richesses de la Guinée profitent à la Guinée. J'ai fait un code minier qui est imposé à tous qui devaient exploiter, de donner 15% d'actions gratuites à la Guinée quand c'est l'exploitation du produit brut, bauxite ou minerai de fer, 7,5% lorsqu'il s'agit de transformer comme l'alumine, et la Guinée avait le droit de prendre jusqu'à 35%, ça veut dire que l'État pouvait avoir la minorité de blocage. Nous sommes en train de réfléchir à notre politique minière. Est-ce que la politique minière que nous avons menée actuellement est la meilleure ou bien il faut réfléchir? Face à une opposition qui demande le report du scrutin présidentiel à cause des dysfonctionnements, Alpha Condé oppose sa bonne foi. Le fichier a été vu, aidé par la francophonie. Nous avons mis en place par exemple en Guinée une commission tripartite. Les représentants de l'opposition, de la mouvance et les partenaires pour suivre le fichier et tout le processus électoral. Regardez les conclusions de ce comité technique qui comprend 3 parties. La preuve aujourd'hui, personne ne conteste sur international le fichier ni rien. Tout le monde dit que les conditions sont remplies pour aller aux élections. Aucune élection n'est parfaite, mais nous faisons en sorte que les conditions soient remplies pour que l'élection soit transparente, démocratique et donnant la même chance à tout le monde. La Guinée a assez souffert de l'épidémie d'Ebola et doit faire son retour à travers une élection apaisée. Les populations doivent aller tranquillement aux élections, a ajouté Alpha Condé, comme pour appeler au calme face aux violences déjà enregistrées lors de cette campagne électorale. Seloun Dalen Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée est candidat à la présidentielle et confiant de sa victoire au soir du 11 octobre 2015. C'est ce jeudi 8 octobre qu'il a achevé sa tournée dans les régions et a été accueilli par ses militants et sympathisants au Palais du Peuple de Conakry où il tient son dernier meeting. Je prends que le peuple de Guinée a fait son choix. Il a pris position et j'espère que M. Alpha Condé va tirer les leçons de cette prise de position claire du peuple de Guinée. J'ai vu les Guinéens de Zérékoré à Kankan, passant par Mamou, Labé, Kindia, Boké, avant-hier. Ils se sont clairement exprimés. Et je pense que la communauté internationale, M. Alpha Condé lui-même, la société civile, ne manqueront pas de tirer les leçons qui s'imposent dans pareille situation. Là où je bats Alpha Condé, c'est la crédibilité et la confiance de notre peuple. Parce que je sais que je respecte ma parole. Je suis attaché aux valeurs de démocratie, de paix, d'état de droit. C'est ce que je veux pour mon peuple et mon peuple me croit. Selon le porte-flambeau de l'UFDG, Seloun Dalen Diallo, le peuple de Guinée a aujourd'hui soif de liberté, de démocratie, de sécurité entre autres. Il compte mettre en place des politiques publiques susceptibles de soustraire les Guinéens de la misère et de l'injustice s'il est élu au soir du 11 octobre. Battu lors de la présidentielle de 2010 au second tour avec 47,48% des voix, il a toujours contesté sa défaite. Cette année 2015, le leader de l'UFDG ne compte pas se laisser faire. Je ne me soumettrai pas à des résultats qui vont être prononcés par cette CENI incompétente et partisane. Je demande à la communauté internationale de mettre d'urgence une équipe en lieu et place de cette CENI pour reprendre la révision et pour organiser des élections libres et transparentes auxquelles tous les Guinéens vont se soumettre. Mais actuellement, on prépare une mascarade électorale. On a d'abord tripatouillé le fichier. Le corps électoral de la région de la Haute-Guinée a augmenté de 50%, alors que la moyenne nationale, y compris Conakry, n'a augmenté que de 22%. Parce que là, ils ont recensé tous les enfants mineurs inscrits dans les établissements primaires. C'est vu, c'est connu, c'est filmé, c'est documenté. On a refusé d'extraire ces enfants du fichier. Maintenant, on refuse de délivrer, d'éditer et de délivrer les cartes d'électeurs aux citoyens qui sont réputés, supposés être des électeurs de l'opposition républicaine. La dernière ligne droite de la campagne présidentielle s'annonce rude pour les 8 candidats à la quête de la magistrature suprême en Guinée. Cette élection présidentielle 2015 s'annonce déjà comme un nouveau départ pour la démocratie guinéenne. Ils sont au total 8. Ils ont sillonné le pays tout entier à la rencontre des Guinéens afin de proposer leur projet de société.
À l'instar de Sidya Touré de l'Union des forces républicaines qu'il a fait depuis plusieurs jours, certains candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 ont déjà regagné Conakry. Le candidat de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, et Faya Lansana Milimono du Bloc libéral ont aussi regagné Conakry dans la soirée du jeudi 8 octobre 2015. Ils sont suivis par Lansana Kouyaté du Parti de l'Espoir pour le développement national PEDN, Georges Gandhi Faragay Tunkara de l'UGDD, Papa Koli Kourma du Parti Groupe et bien entendu l'unique femme candidate à ce scrutin, Marie-Madeleine Djoubaté du Parti écologiste de Guinée. La campagne électorale s'achève ce vendredi 9 octobre 2015 à minuit. Le dimanche 11 octobre, les Guinéens se rendront aux urnes pour voter pour le candidat de leur choix ou tout au moins celui dont le programme aura séduit.